Je suis rentrée du jardin chercher mes clés. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un après-midi tranquille de mai, un de ces jours où la lumière s'étire doucement sur les rosiers du fond du jardin. J'avais passé la matinée à tailler les pivoines, à genoux dans la terre encore tiède. Le parfum des lilas se mêlait à celui du café refroidi que j'avais laissé sur la table du salon. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Je m'étais absentée à peine 10 minutes, le temps d'aller chercher le sécateur que j'avais oublié dans la remise. En revenant, j'ai réalisé que j'avais laissé mes clés à l'intérieur. Une petite maladresse comme j'en fais souvent, depuis que la mémoire me joue des tours. Alors j'ai contourné la maison, espérant que la porte de la cuisine soit restée entr'ouverte. Et c'est là, au moment où je posais la main sur la poignée, que je les ai entendus. Leur voix. Celle de ma belle-fille, d'abord, sèche, tranchante, reconnaissable entre mille. Puis celle de mon fils, plus basse, presque étouffée. Je me suis figée. Mon cœur battait fort, au point que j'en ai senti la vibration jusque dans ma gorge. Je n'avais pas voulu écouter, au début. Mais les mots ont traversé la porte comme des aiguilles. « Elle ne peut plus rester ici, Paul. Il faut être raisonnable. »« Mais c'est sa maison, Élodie. C'est ici que j'ai grandi. »« Justement. Elle t'enferme dans le passé. Regarde-la. Elle perd la tête. Elle parle toute seule. Elle oublie tout. Tu veux qu'elle fasse une chute? Ou pire. » J'ai senti mes doigts trembler sur la poignée. Il parlait de moi, ma belle-fille, la même qui 2 semaines plus tôt m'avait offert un foulard pour me réchauffer le cou quand je jardine. Je l'avais trouvée gentille, attentionnée, presque tendre. Mais dans sa voix, à cet instant, il n'y avait plus rien de doux. Juste une froideur méthodique. On pourrait la mettre en maison. Il y a celle à Saint-Rémy, très bien tenue, avec un jardin. « Une maison ?» a répété mon fils, hésitant. « Oui, pour son bien, et pour le nôtre aussi. On ne peut pas vivre éternellement dans sa maison. Tu as 46 ans, Paul. Il est temps d'avoir la tienne. » J'ai senti mes genoux se dérober. Sa maison, c'était la mienne. Celle que j'avais achetée avec Henri, mon mari, il y a 40 ans. Chaque tuile, chaque rideau, chaque trace de craie sur le mur du couloir racontait notre vie. Et voilà qu'on parlait de m'en chasser, calmement, comme on discute d'un vieux meuble dont on ne sait plus que faire. Je me suis reculée sans bruit, le cœur battant, à tout rompre. Je ne voulais pas qu'ils me voient, pas encore. Je suis restée là, collée contre le mur, à écouter la fin de leur conversation. On peut faire passer ça pour une décision médicale. Sa mémoire flanche, tu sais. Mais elle se débrouille encore bien. Paul, ne sois pas naïf. C'est une question de temps. Et puis, cette maison doit te revenir un jour, non? Alors, autant s'en occuper maintenant. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le pire, c'est que mon fils ne répondait plus. Il ne protestait plus. Il ne disait rien. Le silence qui suivit m'a glacé le sang. J'ai reculé encore, en tâchant de ne pas faire craquer le gravier. Je suis retournée au jardin, titubant presque, les mains pleines de terre, les yeux brouillés de larmes. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'étais trop sidérée. Je n'arrivais pas à croire que c'était de moi qu'il parlait, que ce plan... Cette trahison se préparait dans ma propre cuisine, à 2 mètres de la table où je leur servais encore la soupe chaque dimanche. Je me suis assise sur le banc près du vieux poirier. Les pétales tombaient, lentement, comme une pluie blanche autour de moi. J'ai fermé les yeux. Le vent avait cette odeur de printemps qui d'habitude m'apaise. Mais cette fois, tout me semblait froid, étranger. J'ai pensé à Henri, à la promesse qu'on s'était faite, juste avant qu'il parte. « Tu resteras ici, ma Lucie. Tant que tu voudras, c'est ta maison. » Et voilà que son fils, notre fils,
se laissait convaincre de me la reprendre. Un merle a chanté dans le cerisier. Le son m'a semblé si lointain, si incongru, que j'en ai eu la nausée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, immobile, à regarder le ciel pâlir. Puis, j'ai pris une décision. Une petite flamme s'est rallumée quelque part au fond de moi. S'il pensait que j'étais trop vieille, trop douce, trop fatiguée pour comprendre, il se trompait lourdement. Quand je suis enfin rentrée, ils étaient dans le salon, assis côte à côte sur le canapé. Élodie tenait une tasse de thé, le regard fixé sur son téléphone. Paul, lui, feuilletait un dossier. J'ai ouvert la porte avec mon trousseau, sans un mot. Le claquement du métal dans la serrure les a fait sursauter. « Ah! Maman, tu étais dans le jardin? »« Oui. »« Tu n'as pas eu froid ?» demanda Élodie, d'une voix faussement douce. « Non, ça allait. J'étais juste à côté. » Je les ai regardés tous les deux. Leur visage avait pris cette expression prudente, celle des gens qui savent qu'ils cachent quelque chose. Je n'ai rien dit de plus. J'ai posé mes gants, pris la bouilloire, et j'ai fait chauffer de l'eau. Le bruit du gaz, le cliquetis du métal, tout sonnait différemment, comme si la maison elle-même avait entendu leurs mots. Pendant qu'ils continuaient à parler de banalités, la pluie, les courses, les enfants, je les écoutais, sans vraiment les écouter. Je me demandais quand ils avaient commencé à penser ainsi, quand l'amour d'une mère avait cessé d'avoir de la valeur. Et puis, au moment où je versais le thé, j'ai entendu Élodie dire doucement « Tu sais, Paul, on pourrait en parler à Maître Vérac dès demain, juste pour voir ce qu'il en pense. » J'ai reposé la théière d'un coup sec. Le liquide a débordé, brûlant mes doigts. Mais je n'ai pas bronché. Je les ai regardés, l'un après l'autre, et j'ai dit calmement « Et si c'était moi qui lui en parlais, à Maître Vérac? Après tout, c'est encore moi sa cliente, non ?» Le silence est tombé, lourd, brutal. Paul a ouvert la bouche, Élodie a baissé les yeux. Et moi, pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que la peur changeait de camp. Le lendemain matin, la maison semblait plus silencieuse que jamais. Je me suis levée avant l'aube, comme à mon habitude. Les volets grinçaient, les planches du couloir craquaient sous mes pas. Tout était pareil, et pourtant, tout avait changé. Je n'arrivais pas à chasser de ma tête leurs voix, leurs phrases répétées en boucle. « Elle ne peut plus rester ici. » Ces mots résonnaient encore dans les murs, comme une tache qu'on ne peut plus effacer. J'ai préparé le café, 2 tasses, par réflexe, comme si Henri allait descendre. Le parfum amer s'est répandu dans la cuisine, et j'ai senti une pointe de honte. Honte d'avoir laissé mon fils être manipulé, honte d'avoir cru que la gentillesse de sa femme était sincère. Vers 9 heures, j'ai entendu leurs pas dans l'escalier. Ils étaient restés dormir dans la chambre d'amis, pour me tenir compagnie, disait-il. Ce matin-là, j'ai vu clair dans leur manège. Ils étaient là pour surveiller, pour s'assurer que je n'oubliais rien, que je ne me perdais pas. Élodie est entrée la première, en peignoir de soie. Elle m'a saluée avec un sourire artificiel, un de ceux qui ne montent jamais jusqu'aux yeux. « Vous êtes déjà debout? Vous dormez si peu, Lucie. »« L'âge, sans doute, » ai-je répondu, en fixant ma tasse. Paul a suivi, l'air gêné, les cheveux encore ébouriffés. Il a déposé un baiser rapide sur ma joue. « Tu devrais te reposer, maman. Tu fais trop de choses. »« Trop de choses? Je passe mes journées à arroser les fleurs et à nourrir les oiseaux. Ce n'est pas un marathon. » Il n'a rien répondu. Il s'est assis, les coudes sur la table, tandis qu'Élodie versait le café. Je les observais, en silence. La complicité entre eux me serrait la poitrine. Pas celle d'un couple uni, mais celle de 2 conjurés. Quand elle a pris la parole,
Je l'ai senti peser chaque mot. « Lucie, tu sais qu'on t'aime beaucoup, hein? On veut juste ton bien. »« Mon bien ?» ai-je répété, avec un sourire que j'espérais calme. « Oui. On se disait qu'il faudrait peut-être que tu penses à te ménager. À ton âge, vivre seule ici, c'est beaucoup de travail. C'est ma maison, Élodie, pas une charge. Je sais, mais... » Elle a posé sa main sur celle de Paul. « Parfois, il faut savoir passer le relais. Tu pourrais être bien dans un endroit adapté, avec d'autres personnes de ton âge. » J'ai détourné le regard vers la fenêtre. Le jardin baignait dans la lumière. J'ai pensé aux rosiers, aux figuiers, au rire des enfants courant entre les buissons. Un endroit adapté. Comment pouvait-elle réduire 40 ans de souvenirs à cette expression froide? « Et vous, alors ?» ai-je demandé doucement. « Vous vivriez ici ?» Un léger silence. Puis, elle a répondu, presque trop vite. « Eh bien, oui. Ce serait plus pratique pour les petits, pour le travail. Et puis, on pourrait entretenir la maison. » J'ai posé ma tasse. Le choc de la porcelaine sur le bois a fait sursauter Paul. « Alors, c'est donc ça votre idée? Me ranger quelque part et prendre ma place ici? »« Maman, ce n'est pas ce que tu crois. »« Oh si, Paul, c'est exactement ce que je crois. » Ma voix tremblait, mais pas de faiblesse, de colère. Une colère ancienne, presque oubliée, qui me brûlait la gorge. J'ai vu dans ses yeux le petit garçon qu'il avait été, celui qui cherchait mon regard quand il tombait, celui qui me disait « Maman, je veux rester avec toi. » Et j'ai vu, à la place, un homme fatigué, coupable, incapable de choisir entre son confort et sa conscience. Élodie a pris une inspiration, feignant la patience. « Lucie, on essaie juste d'être responsable. Tu as eu une petite chute la semaine dernière, non? » Je me suis cogné le genou dans la cave, rien de grave. Et si ça avait été la tête? Ou une hanche? Alors je me serais relevée, comme toujours. Elle a haussé les épaules, exaspérée. Je crois qu'à ce moment-là, elle a compris qu'elle ne me ferait pas plier facilement. La journée s'est étirée dans une tension presque insoutenable. Ils sont restés pour m'aider à trier des papiers. En réalité, ils fouillaient, discrètement, des tiroirs, des boîtes, les dossiers de la commode. Je les ai vus faire, sans rien dire. J'ai attendu. En fin d'après-midi, prétextant un rendez-vous chez le coiffeur, j'ai quitté la maison. Mais je ne suis pas allée chez la coiffeuse. Je suis allée chez Maître Vérac. C'est un vieil ami de la famille, un homme droit, méthodique, qui avait rédigé notre testament, à Henri et moi, il y a plus de 20 ans. Quand il m'a vu arriver sans prévenir, il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Lucie, vous allez bien ?»« Pas vraiment. » Je me suis assise dans son bureau, les mains serrées sur mon sac, et j'ai tout raconté. Les mots entendus, les manœuvres d'Élodie, le silence de Paul. Il m'a écoutée sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Quand j'ai eu fini, il a pris une grande inspiration. « Je m'en doutais un peu, » a-t-il murmuré. « Votre belle-fille m'a appelé hier. Elle voulait me rencontrer, justement. »« Hier ? » ?»« Oui. Elle m'a parlé d'un aménagement de votre situation patrimoniale. Rien d'officiel encore, mais j'ai trouvé sa démarche étrange. Je me suis tue un moment. J'ai senti une brûlure me monter à la gorge, un mélange de rage et de tristesse. Henri avait tout prévu, a-t-il repris doucement. Vous vous souvenez de la clause qu'il avait ajoutée? Quelle clause? Celle qui stipule que la maison ne peut être transmise qu'après votre décès, et seulement si vous en aviez fait l'accord explicite de votre vivant. Personne ne peut vous déloger, Lucie. Personne. J'ai senti mes épaules s'affaisser,
comme si on m'avait rendu l'air que je ne respirais plus depuis la veille. Mais au lieu du soulagement, c'est une étrange lucidité qui m'a envahie. J'ai compris que je ne devais rien dire. Pas encore. Pas tant qu'il ne se serait fort pas dévoilé entièrement. Je suis rentrée chez moi plus calme, presque sereine. La maison était vide. Ils étaient partis chercher les enfants. Sur la table du salon, un dossier restait ouvert. Des papiers que je n'avais pas vus avant, copies de documents, relevés bancaires, même une brochure de résidence pour personnes âgées. Je les ai lus un à un, méthodiquement, sans trembler. Et puis, j'ai trouvé une feuille pliée en deux, une note manuscrite, griffonnée à la hâte. Si elle refuse, on dira que c'est pour sa sécurité. Elle ne se souviendra pas. Cette phrase-là, elle m'a glacé le sang une deuxième fois. Quand la voiture est rentrée dans l'allée, j'étais encore debout au milieu du salon, la note à la main. Je les ai regardés entrer, leur rire d'enfant précédant leurs pas. Je me suis forcée à sourire. Leur théâtre, désormais, je le connaissais, et je comptais bien le leur renvoyer en pleine lumière. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. La vieille femme douce, un peu distraite, qui ne veut déranger personne. Je les ai laissés croire que je ne savais rien, que j'avais oublié, comme ils disaient. Élodie m'observait sans cesse, notant le moindre de mes gestes. Elle se permettait des phrases comme « Tu vois, Paul, ta mère se fatigue vite. » Ou encore « Elle a encore égaré ses lunettes, la pauvre. » Alors que mes lunettes étaient dans ma poche, j'aurais pu hurler, tout révéler. Mais j'ai choisi le silence, un silence plus fort que leurs mensonges. Un dimanche, elle a proposé un dîner en famille. Je savais qu'elle préparait quelque chose. J'ai accepté sans rien dire. Ils ont invité leurs amis, leurs parents, même la sœur d'Élodie. Une assemblée polie, bien habillée, où chacun parle fort pour masquer ce qu'il pense. La table était magnifiquement dressée. Des chandelles, des verres en cristal, des serviettes pliées en éventail. Je reconnaissais à peine ma propre salle à manger. On aurait dit qu'ils répétaient déjà la vie qu'ils auraient, ici, après moi. Je me suis assise à ma place habituelle, au bout de la table, face à la fenêtre. L'air sentait le rôti et la vanille. Et sous ce parfum, il y avait autre chose. L'impatience. Au dessert, Élodie s'est levée, sa coupe de champagne à la main. Son sourire trahissait une nervosité mal contenue. « Avant que tout le monde parte, » a-t-elle commencé, « nous avons une petite annonce à faire. » Paul, à côté d'elle, baissait les yeux. « Vous savez combien nous aimons cette maison. » Elle a marqué une pause, me regardant brièvement. « Et combien elle compte pour notre famille. » Les convives hochèrent la tête. Certains applaudissaient, même, croyant à une surprise agréable. Moi, je sentais le sol se resserrer sous mes pieds. Je savais qu'elle allait frapper. « Alors voilà, » a-t-elle dit. « Nous avons entamé les démarches pour la racheter à maman, afin qu'elle puisse enfin profiter d'un endroit plus confortable, plus sûr pour elle. » Un silence immense. On aurait entendu tomber une fourchette. Je n'ai pas bougé. Mon fils, blême, triturait sa serviette, et les regards se tournaient main vers moi, compatissants, gênés, curieux. J'ai laissé passer quelques secondes, puis j'ai levé lentement mon verre. « C'est une très belle idée, » ai-je dit d'une voix posée. « Mais vous auriez peut-être dû m'en parler avant de prévenir tout le monde. » Élodie a cligné des yeux, surprise de mon ton. Elle s'attendait à des pleurs, pas à cette froideur. « Oh! Mais on voulait te faire la surprise, Lucie. Tout est prévu, tu verras. Tu seras bien. »« Prévu ?» ai-je répété. « Comme cette note, peut-être. Celle où tu écris que je ne me souviendrai de rien ?» Je l'ai sortie de ma poche. La petite feuille pliée, que j'avais gardée comme une arme. Je l'ai posée sur la table,
au milieu des assiettes, entre la tarte et le champagne. L'effet a été immédiat. Un silence coupant, puis un murmure dans l'assistance. Paul a pâli. Élodie, elle, a blêmi jusqu'aux lèvres. « Mais où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle balbutié. « Chez moi. C'était une blague. Tu sais bien comment je suis. »« Oui, » ai-je répondu. « Je sais exactement comment tu es. » Je me suis levée lentement. Chaque geste semblait peser une tonne. Mais je sentais une force nouvelle m'habiter. « Cette maison n'est pas à vendre, » ai-je déclaré d'une voix ferme. Et encore moins à ceux qui complotent derrière ma porte. Mon mari y a mis toute sa vie, et il a pris soin de la protéger. Vous ne pouvez rien en faire sans mon accord. Rien. Les invités chuchotaient, embarrassés. Élodie cherchait les yeux de son mari, mais Paul restait muet, figé dans sa honte. « Tu aurais pu me parler, Paul, » ai-je dit doucement, « mais tu as préféré me trahir en silence. » Il a voulu se lever, mais je lui ai fait signe de rester assis. « Laisse-moi finir. » Je me suis tournée vers l'assemblée. Je ne voulais pas étaler ma vie devant vous, mais puisque certains ont pris la liberté d'annoncer des décisions me concernant, je vais rétablir la vérité. Mon mari, Henri, a ajouté à son testament une clause qui m'assure la pleine propriété de cette maison jusqu'à ma mort. Et pas un papier ne peut être signé sans mon accord. J'ai confirmé cela hier, avec mon notaire. Alors si quelqu'un comptait célébrer un héritage anticipé ce soir, il s'est trompé d'adresse. Quelques rires nerveux ont fusé, étouffé. Élodie s'est levée brusquement. « Tu nous ridiculises devant tout le monde. » »« Non, Élodie, c'est toi qui t'es ridiculisée toute seule. Moi, je ne fais que remettre les choses à leur place. » Sa voix a tremblé, puis elle a hurlé. « Tu veux qu'on s'en aille ? Très bien. Mais tu verras, tu regretteras d'avoir été aussi égoïste. » L'égoïsme, ai-je murmuré, c'est vouloir prendre sans jamais avoir donné. Elle a claqué la porte si fort que les verres ont tremblé. Les invités mal à l'aise se sont levés un à un, murmurant des excuses. Paul, lui, est resté seul, assis, les yeux dans le vide. Quand tout le monde fut parti, il n'y eut plus que le tic-tac de l'horloge et le bruit du vent dans le couloir. Je me suis assise en face de lui. « Pourquoi, Paul ?» Il a mis longtemps à répondre. « Je voulais juste que tout soit plus simple. Tu es seule, et Élodie, elle voulait s'occuper de toi à sa manière. »« En me mettant dehors ?» Il a baissé la tête. « Je suis désolée, maman. »« Non, pas encore. Tu le seras quand tu comprendras ce que tu as perdu. » Je me suis levée, et j'ai rangé la table lentement, sans un mot de plus. Chaque assiette empilée résonnait comme une sentence. Ce soir-là, j'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des semaines. Mais à l'aube, un bruit m'a réveillée. Le moteur d'une voiture qui démarre. Je suis descendue en robe de chambre, et j'ai vu, par la fenêtre, les valises d'Élodie dans le coffre. Paul conduisait. Il partait. Je n'ai pas bougé. Je les ai regardés s'éloigner dans la brume du matin. Un calme étrange s'est installé dans la maison, un vide presque apaisant. Mais en bas, dans la boîte aux lettres, un courrier m'attendait déjà. Un document administratif à mon nom, envoyé par le notaire. Je l'ai ouvert, encore engourdi de sommeil. Et là, au milieu des lignes légales, une phrase en gras m'a fait frissonner. Testament complémentaire, ouverture prévue en cas de décès du conjoint survivant, déposé le 14 mai 2004. Le même jour que la signature principale. Mais je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis assise, le cœur battant. Henri aurait-il caché autre chose? Une vérité plus grande encore? Et si cette maison, ce secret, n'était qu'une partie de l'histoire? Je suis restée longtemps assise devant cette enveloppe.
La lumière du matin traversait les rideaux, douce et impassible, comme si le monde, dehors, continuait sans moi. Mais à l'intérieur, tout s'était arrêté. Je tenais ce document entre mes doigts tremblants, incapable de l'ouvrir tout de suite. Un testament complémentaire. Je me souvenais très bien du jour où Henri et moi étions allés chez Maître Vérac, ce 14 mai 2004. Il faisait chaud. Nous étions sortis déjeuner après la signature. Et Henri avait plaisanté. « Voilà, ma Lucie, maintenant tu es tranquille. Plus rien ne pourra t'arriver. » Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul testament. Mais apparemment, il avait ajouté quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de me dire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 3 pages, écrites à la main, signées et datées. L'écriture d'Henri. Sa belle écriture penchée, ferme, reconnaissable entre mille. Les premières lignes m'ont bouleversée. « Si tu lis ces mots, ma Lucie, c'est que je ne suis plus là pour te les dire. Je connais ta force, mais aussi ton indulgence. Et je crains qu'un jour, ton cœur te fasse pardonner à ceux qui ne le méritent pas encore. » Je sentais déjà les larmes me monter aux yeux. Il me connaissait si bien. Puis, la suite. Cette maison, je l'ai bâtie pour toi. Mais si, un jour, notre fils ou sa femme tentaient de s'en emparer contre ton gré, sache qu'ils ne pourront rien faire. J'ai prévu que le bien soit transféré, à ton décès, non pas directement à Paul, mais à la personne qui aura veillé sur toi, avec le plus de sincérité. Je me suis figée. Cette clause changeait tout. Henri avait prévu une forme de justice posthume, une épreuve morale. La dernière phrase disait « La sincérité, Lucie, n'a pas de lien de sang. Elle se reconnaît dans les gestes, pas dans les promesses. » Je n'arrivais plus à respirer. C'était comme s'il parlait à travers le papier, comme s'il m'avait laissé une arme invisible pour me défendre même après toutes ces années. Je me suis levée. J'ai regardé autour de moi. Le salon, les rideaux, le vieux piano d'Henri, les cadres accrochés au mur. Tout ce que je le voyais autrement maintenant. Cette maison n'était pas seulement un toit, c'était un témoin. Le témoin de ma patience, de mes blessures, de mon amour. Le jour même, j'ai appelé Maître Vérac. Il m'a confirmé l'authenticité du document, puis il a ajouté d'une voix grave « Henri m'avait demandé de vous l'envoyer seulement si vous subissiez une tentative de dépossession. Il disait « Lucie saura quand ce moment sera venu. » Et ce moment était venu. Pendant 1 semaine, je n'ai eu aucune nouvelle de Paul. Le silence pesait, mais je ne cherchais pas à le rompre. J'avais besoin de solitude. J'avais besoin de comprendre où j'en étais, ce qu'il restait de nous deux, de cette mère et de ce fils que tout liait autrefois. Puis, un matin, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai reconnu la voiture avant même d'ouvrir, celle de Paul. Il se tenait là, tête baissée, les mains dans les poches, l'air d'un homme vidé. « Maman, entre !» Il n'a pas osé s'asseoir tout de suite. Il regardait la table, la fenêtre, les murs, comme s'il redécouvrait l'endroit. « Je ne savais pas qu'elle irait si loin, » a-t-il murmuré. « Élodie, elle disait que c'était pour te protéger. » « Et toi, tu l'as cru? »« Oui, parce que c'était plus simple. » J'ai soupiré. Ce plus simple m'a toujours fait peur. C'est avec ces mots-là qu'on détruit les familles, qu'on efface la mémoire des maisons. Je lui ai tendu la lettre d'Henri. Il l'a lue lentement, en silence. À la fin, il a levé les yeux, mouillés de larmes. Il ne me faisait pas confiance. « Non, » ai-je dit doucement. Il voulait juste que tu apprennes ce que vaut la sincérité. Il a hoché la tête, longuement. Puis il s'est effondré en larmes. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis l'enterrement de son père. Je me suis approchée.
J'ai posé ma main sur son épaule. Tu as encore le temps de comprendre, Paul. Moi, je ne veux pas de rancune. Je veux juste que tu sois vrai. Avec moi, avec toi-même, avec tes enfants. Nous sommes restés là, longtemps, sans parler. La pendule battait le temps, lentement, comme un cœur apaisé. Les jours suivants, Paul est revenu souvent. Il venait m'aider dans le jardin ou simplement boire un café. Il ne disait pas grand-chose, mais je sentais sa présence redevenir sincère. Élodie, elle, n'a plus donné signe de vie. Et, je dois l'avouer, je n'ai pas cherché à la revoir. Un soir, alors que le soleil tombait sur les pommiers, mon petit-fils Thomas est venu me voir. Il avait 15 ans, les yeux d'Henri, ce mélange de douceur et de lucidité. « Mamie, c'est vrai ce que dit papa? Qu'il a été méchant avec toi ?» Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. « Il n'a pas été méchant, mon chéri. Il a été faible. Et la faiblesse, parfois, c'est plus dangereux que la méchanceté. » Il a hoché la tête, pensif. « Et toi, tu lui pardonnes? » « Oui, parce que si je ne lui pardonne pas, je reste prisonnière. Et moi, tu vois, j'ai décidé d'être libre jusqu'à mon dernier souffle. » Il a souri, et j'ai senti quelque chose de doux se refermer enfin à l'intérieur de moi. Le passé venait de reprendre sa juste place. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à mon tour. Je l'ai glissée dans la même boîte en fer où Henri rangeait ses papiers. J'y ai écrit « À celui ou celle qui, un jour, prendra soin de cette maison. Souviens-toi que les murs ont une mémoire. Ils se souviennent des voix, des rires, des trahisons, mais surtout des gestes sincères. Ne cherche pas à posséder ce lieu. Aime-le, simplement. C'est tout ce qu'il demande. » Puis j'ai refermé la boîte et je suis sortie dans le jardin. Le ciel était violet, les premiers oiseaux chantaient. J'ai senti la terre sous mes doigts, la même que j'avais retournée toute ma vie. Je me suis dit qu'au fond, j'avais gagné la plus grande des batailles, celle de rester debout, sans amertume. Je me suis assise sur le vieux banc, près du poirier. L'air sentait le lilas, comme ce jour où tout avait commencé. Mais cette fois, je n'avais plus peur d'entendre. J'avais retrouvé ma voix, ma paix, ma dignité. Et j'ai murmuré, dans le vent, comme une promesse. La maison n'appartient pas à ceux qui la possèdent, mais à ceux qui l'aiment.